sommes ici pour cette troisième émission de Gravé dans la pierre d'ici. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un personnage conséquent, un personnage vraiment intéressant du XVIe siècle et un personnage qui a été un aventurier. Voilà, un aventurier qui a admirablement réussi puisqu'il a fini connétable de France, le dernier des connétables de France. Il s'agit de François de Beaune, duc de Lesdiguières, et nous sommes ici tout près de Saint-Bonnet, où il naquit en 1543, dans une vieille maison qui est aujourd'hui la Poste, qui n'existe plus. Et il était très attaché au Glésil, pour des raisons familiales, car il avait dans ce lieu déjà une petite maison, et il a fait construire ce château, cet immense, magnifique château, qui malheureusement aujourd'hui est en ruine. Alors, pourquoi Lesdiguières, qui est un grand chef de guerre, un grand stratège, a-t-il construit ce château là, au pied d'une colline mal placée au point de vue stratégique? Il ne peut pas se défendre. D'ailleurs, il a été pillé 60 ans après sa mort. Eh bien, c'est parce que cet homme qui était cruel, qui était violent, qui était un condottiere, un homme de guerre, avait son affect et il aimait beaucoup, effectivement, il aimait beaucoup le Glésil. C'est pour ça qu'il a fait cette maison où il est peu venu d'ailleurs, parce qu'ensuite, il avait des châteaux partout. Il avait des châteaux dans tout le Dauphiné, beaucoup dans les Hautes-Alpes. Il a beaucoup vécu aussi à Serres, dans l'Ain, et il a fini sa vie dans ce magnifique château de Visil, qui a ensuite été racheté par la famille Perrier, le président de la République, et qui en a fait, comme vous le savez, la résidence d'été des présidents français. Le dernier qui a passé le mois d'août, c'était le général de Gaulle. Voilà donc, nous allons aujourd'hui parler du duc de Lesdiguières. Il y a la bataille fameuse, l'évêque d'Avançon, d'Embrun, veut déloger les Vaudois, les protestants vaudois dans les vallées de Frécinière, et Lesdiguières, lui, passe par le col de Frécinière, par le Val-Goldemar, et gagne à la bataille de Pallon, gagne sur les armées du prince archevêque d'Embrun. Donc un stratège formidable qui va aussi se battre contre la Savoie, les ducs de Savoie. Il va gagner la bataille du pays de Bayard, n'est-ce pas? Ce fameux village de Pontcharrat. Voilà, donc un grand stratège, un grand militaire. On va parler du château du Glésil avec Théo Galessier. Alors Théo, vous êtes guide l'été, vous faites visiter aux touristes ce château. Parlez-nous un peu de ce château, Théo. Eh bien, ce château en fait a été construit par le duc de Lesdiguières sur une de ses anciennes maisons, donc à peu près un quart de la superficie d'aujourd'hui. Ensuite, les gens pensent souvent que c'est un château qui a été fait pour défendre ou être défendu, mais c'est pas là la raison. En fait, de par déjà sa position au niveau de la montagne des Pharaons et l'épaisseur de ses murs qui font plus de 60 cm, donc c'est pas suffisant pour subir quelconque attaque, on le catégorise pas de château mais de maison forte, donc pour montrer une certaine richesse du... C'est ça, c'était pas un établissement pour la défense, c'était pour montrer aux Champserins qu'il avait réussi, qu'il avait une belle maison. Une maison forte en fait, pas un château. Alors Lesdiguières a eu une longue vie, il est mort à 83 ans à Visil et il a voulu donc être enterré ici parce qu'il avait donc effectivement un grand attachement au Glésil, à son château. Et c'était donc une grande famille d'ici, des notaires, et les familles Lesdiguières étaient apparentées aux Farel. Et Farel était un des grands réformateurs. On va en parler avec une spécialiste, une historienne spécialiste de l'histoire des Vaudois et des protestants, spécialiste des relations à cette époque au XVIe siècle entre la France, l'Italie et la Savoie. Je veux parler de Maria Grosso. Farel, les grands cousins de Lesdiguières. Pensez bien que cet homme qui était un immense orateur est décédé quand Lesdiguières n'avait que 22 ans. Mais l'influence qu'il a eue sur Lesdiguières était énorme. Il était un grand orateur.
il a été un grand réformateur. Il était si bon orateur qu'il avait convaincu l'évêque de Gap à changer de religion et devenir protestant, ce qui était énorme à l'époque. Cela dit, Farel, c'était quelqu'un qui, comme son cousin, n'aimait pas rester les mêmes endroits et il avait été partout essayant de faire des prosélytismes. Il avait été dans les Languedoc, il avait été à Montbéliard, il avait été dans tous les Dauphinés, pour finir finalement en Suisse. Et en Suisse, il était devenu le bras droit de Calvin. Et Calvin, c'était quelque chose d'absolument extraordinaire parce qu'il rayonnait partout, surtout à Genève, nous savons, c'était la cité de Dieu. Et c'est amusant parce que finalement, soit Farel, qui était né à Gap, soit Lesdiguières, qui était né à Saint-Bonnet. Saint-Bonnet, à l'époque, était considéré la Genève des Alpes. Et c'est très intéressant parce que notre Farel, effectivement, si ça vous arrive d'aller aujourd'hui en Suisse, eh bien, il y a en plein centre de Genève, sous la vieille ville, une énorme paroi où il y a Calvin, Farel et Débèze, qui était aussi un bourguignon, qui a été un grand réformateur. Donc Farel est décédé à Neuchâtel et effectivement, malgré, comme je dis, son jeune âge, Lesdiguières avait été très impressionné par ce grand homme, ce grand cousin. Pour comprendre la vie de Lesdiguières, il faut bien comprendre qu'il s'est enrichi de façon très conséquente parce qu'il pillait, il a pillé la cathédrale d'Embrun, il a pillé ses trésors. C'est un homme de guerre riche et surtout, il a eu très tôt l'amitié, l'appui de Henri IV. Et comme Henri IV, il s'est converti en 1921, quelques années avant, en 1521, quelques années avant sa mort. Il s'est converti à la religion chrétienne, comme Henri IV qui disait « Paris vaut bien une messe » et Lesdiguières pouvait penser, pour devenir connétable, on peut bien se convertir. Et aujourd'hui, son cœur est enterré dans une niche à l'église de Saint-Roch à Paris. Vous parlez de la personnalité de Lesdiguières. Il faut parler aussi de la colline de Puymaure, sur Gap. En effet, on n'en parle pas beaucoup, mais cette colline était le lieu où, en 1580, une première citadelle sur demande de Lesdiguières fut créée. Une très belle citadelle. Malheureusement, les autorités catholiques de Grenoble n'étaient pas d'accord pour que cette forteresse puisse continuer à vivre. Elle fut détruite à peu près une année et demie après. Mais ce n'est pas connaître Lesdiguières. 5 ans encore après, il reviendra avec ses troupes pour faire encore une plus belle citadelle. Celle-là très robuste, très fine, très puissante et qui restera sur les collines de Gap bien après la mort de Lesdiguières, qui était décédé quand même en 1626. Nous voici devant ce tableau du musée de Gap du 19e siècle qui représente le roi Henri IV qui présente ses enfants à Lesdiguières. Alors il faut comprendre que Henri IV aimait beaucoup Lesdiguières. Une chose les unissait, c'est que tous les deux parlaient le franco-provençal, puisqu'ils étaient tous les deux d'origine du sud, un gascon et un dauphinois. Et surtout, Henri IV admirait énormément le côté stratège, le côté courage, le côté aventurier de Lesdiguières. Et on retrouvera ensuite chez Louis XIII la même affection du roi pour ce personnage. Eh bien, nous voilà au terme de cette vie aventurière de Lesdiguières. Il faut résumer sa vie en quelques mots. Donc Lesdiguières naît fils d'un petit notaire de Saint-Bonnet, pas très riche. Dans un premier temps, il va tenter sa chance à Paris, au Collège de Navarre. Il n'a pas une grande réussite parisienne. Il revient ici, il profite de ce courant, le protestantisme, pour devenir un chef de guerre. Il va être d'un premier temps pilleur, il va faire une fortune colossale. Et ensuite, il aura
un rôle politique conséquent qui, à la fin de sa vie, avec Louis XIII, aboutira à ce succès phénoménal, puis ce sera le chef des armées après le roi, le connétable, le dernier connétable de France, et ça sera un grand personnage. Pour faire plaisir au roi, et peut-être aussi sous l'influence de sa dernière maîtresse, qu'il épousera, Marie Vignon, il va se convertir au catholicisme, ce qui plaira beaucoup à Louis XIII. Richelieu apprécie moyennement ce chef de guerre. Il va lui donner un rôle de chef des armées très modéré, mais Richelieu gardera la main sur les armées. Néanmoins, jusqu'à un âge très avancé, plus de 80 ans, Lesdiguières va continuer à se déplacer dans les montagnes, malgré le froid, malgré les intempéries, pour être chef de guerre. Richelieu et Louis XIII viendront le voir dans son château du Glésil. Il est amusant de constater que cette nuit-là, en février, après 1600, il fait très froid. Richelieu écrit à la reine en disant « c'est un pays abominable, il fait froid, j'ai hâte de rentrer à Paris ». Mais néanmoins, le roi et Richelieu sont venus jusqu'au Glésil, ce qui montre combien ce grand Champsaurain, et le Champsaur a donné beaucoup de grands hommes, ce grand Champsaurain a vraiment marqué l'histoire de France et il avait la plus haute estime du roi.